fait avec amour et préparé avec amour. Petit binge audio, quoi. Attention, cet épisode comporte des témoignages d'agressions sexuelles qui peuvent être choquants. Salut, c'est Thomas Rozek. Forcément, après ces dernières semaines très chargées en actualité politique, vous attendiez avec impatience ce nouvel épisode de Y'a pas mort d'homme, notre série documentaire qui explore chaque mois la vaste question des violences sexistes et sexuelles en politique. Une série portée par mes camarades Hélène Moutani et Fiona Texer, qui sont respectivement, je le rappelle, journalistes et collaboratrices d'élus. Cet épisode, c'est le 6e, c'est Elisa Grenet qui le réalise, et on va y parler du rôle des médias. Bienvenue dans Programme B. L'affaire Weinstein est révélée aux États-Unis par 2 enquêtes presque concomitantes. En octobre 2017, le New York Times et le New Yorker révèlent les témoignages de plusieurs actrices victimes de l'ancien magnat d'Hollywood. Ces 2 articles auront des répercussions énormes, bien au-delà des États-Unis, jusqu'à la remise en cause actuelle du système de domination patriarcale. Enquêter sur les violences sexuelles, notamment quand cela concerne des personnalités politiques, n'était pourtant pas une évidence dans les rédactions. Comment est-ce devenu un sujet d'investigation et pourquoi parle-t-on de tribunal médiatique ? Quand la presse fait mal son travail, ça a des conséquences dans la vie des femmes en fait, concrètement. Pourquoi aujourd'hui une femme va préférer ça plutôt que passer la porte d'un commissariat ? Parce que dans la majorité des cas, elle pense qu'on lui rira au nez, qu'elle ne sera pas écoutée, que de toute façon c'est vain, que c'est parole contre parole. Épisode 6. Quand la presse enquête sur les violences sexistes et sexuelles en politique. Il n'y a pas mort d'homme. Ces femmes ne se connaissent pas. Elles ne se sont jamais rencontrées, mais elles ont un point commun. Toutes affirment avoir été victimes de comportements déplacés ou d'agressions sexuelles de la part d'un homme. Nicolas Hulot. Ces commentaires sont tirés de l'enquête menée par Virginie Villard, journaliste envoyée spéciale sur France 2. Ce reportage de plus d'1 heure est diffusé le 25 novembre 2021. Mais c'est 4 ans plus tôt qu'elle débute son travail. Alors l'enquête, elle a commencé à l'automne 2017. Pourquoi à ce moment-là ? Parce que c'était juste après l'affaire Weinstein aux États-Unis, le mouvement MeToo qui a commencé. Et nous, dans la rédaction, évidemment, on s'est posé la question de quel genre d'enquête on pouvait faire en France, dans quel milieu politique, milieu culturel. Donc on a regardé un peu partout, on a lancé des enquêtes. Et il se trouve qu'à cette époque, la rédactrice en chef d'Envoyé spécial, parmi les noms qui émergent, nous dit ce serait intéressant de regarder du côté de Nicolas Hulot. Et en fait, ce qui lui avait mis la puce à l'oreille, c'est que dans le cadre d'un reportage où il avait été interviewé, une journaliste s'était plainte de son attitude et de gestes déplacés. Pour produire ce documentaire, Virginie Villard va mettre du temps. Il y a eu beaucoup d'étapes, beaucoup de temps mort, beaucoup d'attentes. Comment ça s'est déroulé ? Une fois qu'on a décidé de lancer l'enquête à l'automne, j'ai commencé comme n'importe quelle enquête à passer des coups de fil. On m'a mis sur des pistes, j'ai rencontré des femmes, j'ai rencontré des anciens collaborateurs, des anciennes collaboratrices. J'ai tout de suite, je crois, compris qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales, qu'il y avait des choses problématiques. Et j'ai aussi tout de suite compris que ça allait être extrêmement compliqué, voire impossible au début. Je me suis dit, en fait... ça va être, c'était étonnant comme sensation parce que j'avais à la fois la sensation qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait des histoires à raconter, mais en même temps je me suis dit non, c'est trop dur parce qu'en fait à chaque fois que j'avais une femme au téléphone qui avait été victime de que ce soit comportement déplacé ou agression ou quoi que ce soit, tout de suite je sentais qu'il y avait une porte refermée, qu'il y avait vraiment une peur de parler. La piste semble se confirmer en 2018. Le magazine Hebdo,
Disparue depuis, titre sa une « L'affaire Nicolas Hulot », à l'époque ministre de la Transition écologique. On apprend qu'une femme a déposé plainte contre Nicolas Hulot en 2008. Le journal Hebdo ne révèle pas le nom de cette personne. C'est un autre journal qui, quelques jours plus tard, révélera qu'il s'agit de Pascale Mitterrand, la petite fille de l'ancien président. Donc ça, c'est une information qui est considérable parce que, pour en tout cas les femmes avec qui je suis en contact à l'époque, c'est un choc. C'est-à-dire que elles réalisent que potentiellement, il y a une femme aujourd'hui qui a franchi la porte d'un commissariat pour dénoncer des faits, même s'ils étaient prescrits, même si, quand elle dépose plainte, les faits sont prescrits et Nicolas Hulot ne peut plus être poursuivi, elle a quand même franchi la porte d'un commissariat. Donc ça, c'est une étape qui est très importante. Du point de vue des femmes qui affirment avoir été victimes de Nicolas Hulot à l'époque, ça va être vraiment un tournant. Pourtant, en 2018, la presse va réagir de manière assez violente. On accuse les journalistes d'avoir bâclé le travail. Eh bien, il a fallu 1 mois seulement à Hebdo, Claude Askolovitch sur France Inter, pour devenir comme les autres et remuer à son tour la boue. Et ce scoop sans preuve, et qui n'en est plus un, devient, dans nos journaux, une inquiétude avant tout sur le métier de journaliste. Le problème, c'est que l'article d'Hebdo n'est pas forcément bien reçu. Les journalistes sont critiqués parce que on les accuse d'être allés trop vite, etc. Bon, avec le recul aujourd'hui, et faut quand même vraiment reconnaître que ils avaient un scoop et que personne n'a voulu le voir. Il y a eu un soutien incroyable de la part du gouvernement à l'époque. Il faut se remettre dans le contexte. Il a été largement soutenu par Emmanuel Macron, par Marlène Schiappa à l'époque, qui était la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes. Donc, il a eu un soutien incroyable et finalement, l'affaire a été totalement étouffée. Donc, en fait, pour les femmes qui, à ce moment-là, hésitaient à parler, elles étaient totalement tiraillées entre deux sensations. Elles étaient à la fois convaincues qu'il fallait parler, donc elles étaient portées par un élan, et en même temps, elles ont été très vite freinées par l'accueil qui a été fait à cet article et le soutien sans faille, j'ai envie de dire, du gouvernement. Plusieurs reproches sont faits à Hebdo, notamment le fait que la victime était identifiable alors qu'elle ne souhaitait pas rendre son histoire publique. Ce qui laisse le champ libre aux critiques les plus faciles. Il faudra donc une enquête longue avec plusieurs témoignages pour être crédible. C'est Sylvia qui accepte la première de se confier à Virginie Villard. Ça va assez vite, il a défait son pantalon, il a sorti son sexe, il a pris ma main. Il m'a demandé si je l'avais déjà fait avec des garçons, si j'avais l'habitude de ce genre me caresse, voilà. Et je lui dis non. Quand l'affaire Hebdo est sortie, et qu'elle a découvert que, pour reprendre ses propres mots, qu'elle n'était pas seule, que son histoire, celle qu'elle avait gardée pendant 30 ans, d'autres femmes peut-être vivaient avec ce même traumatisme. Au fil des mois, elle a réfléchi et puis après, elle a accepté que j'enregistre son témoignage, qu'on le filme. Il s'agit d'un travail de fourmi. Convaincre, recouper les témoignages, comprendre les mécanismes. La difficulté, en fait, elle réside essentiellement dans le fait que, en fait, on doit se plier au rythme des personnes qui parlent. C'est tout, en fait. Il est hors de question, déjà, dans n'importe quelle enquête, de mettre la pression à qui que ce soit pour donner son témoignage. Personnellement, je n'aime pas faire ça. Sur une enquête comme ça, c'est tout simplement impossible, parce que de toute façon, c'est contre-productif. Évidemment, ce n'est pas 4 ans de travail à temps plein sur Nicolas Hulot. Je devais faire avec le rythme des femmes, donc en fait, c'était parfois une conversation dans un café de 2 heures où d'un coup, j'avais énormément d'infos et je comprenais plein de choses, puis le silence pendant 6 mois, 8 mois. Donc pendant ce temps-là, je travaillais sur d'autres sujets, mais je continuais quand même à travailler en parallèle sur celui-ci. Un travail de longue haleine qui déborde. Ce qui est difficile, c'est qu'en fait, on vit avec tous les jours. Déjà, quand on fait de l'enquête et quand on fait du magazine, on vit avec nos sujets 3 mois, 6 mois. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut accepter.
Autant quand on travaille dans le news, on fait très très vite un sujet, c'est voilà. Mais au moins le soir, le sujet il est passé, on passe à autre chose. Le magazine, c'est voilà, vivre avec les doutes. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pas y arriver? Ça m'habite, mais en même temps, je trouve ça intéressant en fait que les sujets sur lesquels je travaille m'habitent. J'en rêve. Surtout, Virginie Villard met un point d'honneur toute l'enquête durant à respecter certaines règles. Moi, je suis un peu une ayatollah de la distance avec les personnages des sujets. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, je mets un point d'honneur à ne jamais tutoyer c'est peut-être totalement anodin, mais voilà, moi, je tiens toujours à garder une distance, à me positionner. Voilà, je suis la journaliste, vous êtes la personne que j'interviewe, et même si on s'entend bien, même si, voilà, toujours une distance. Donc ça, déjà, c'est compliqué quand on est en contact avec des gens pendant plusieurs années, qu'on parle de sujets extrêmement intimes, souvent, parfois, le soir, le week-end. Mais j'ai essayé au maximum de garder cette distance-là, quoi. Parce que je pense que c'est indispensable pour avoir l'objectivité et rester journaliste. Je pense que ça aurait été une erreur de dire, voilà, on est devenus amis, sans combat. Voilà, chacun reste à sa place. Ça m'empêche pas, effectivement. Je pense que d'avoir vécu cette histoire avec Sylvia, effectivement, je comprends quand elle dit on est liés à vie, je le comprends. Mais la distance, si on peut la garder, elle est indispensable pour tout le monde, même pour voilà, le moins d'affect possible, le plus rigoureux on est, je pense. En France, comme aux États-Unis, c'est la presse écrite qui a commencé à s'intéresser aux violences sexistes et sexuelles. La télé suscite pourtant un très fort impact. On peut plus facilement s'identifier aux victimes. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que notamment par la vidéo ou par l'image, il y a quelque chose de très fort qui parfois fait passer encore un cap supplémentaire. Lénaïque Brédoux, responsable éditoriale aux questions de genre à Mediapart. Je pense notamment à la une de Libé sur l'affaire PPDA, alors que tout était déjà plus ou moins connu sur la place publique. Tout d'un coup, la visibilité et la mise en scène, non pas de l'agresseur supposé, mais des plaignantes, apportent quelque chose tout d'un coup d'une force, qui je trouve assez marquante. On pourrait dire la même chose sur les enquêtes vidéo. Je pense évidemment à l'enquête sur Nicolas Hulot de France 2, ou même ce que nous on a fait sur Éric Zemmour, parce que on l'a fait d'abord en texte, puis en vidéo. Il y a quelque chose, je trouve, qui dans la voix que nous on entend comme journalistes en fait, mais qu'on ne peut pas faire passer de la même manière, évidemment sur un texte écrit, et qui, je pense, n'aurait pas été possible il y a quelques années, parce que personne n'aurait accepté, tout simplement. C'est sûr que c'est ça que je trouve formidable avec le magazine télé et le documentaire. C'est pour ça que c'est le média que j'ai choisi. C'est qu'en fait, l'impact est toujours plus fort, je pense. Parce que, notamment sur un sujet comme ça, voir lors d'une interview qu'une femme raconte quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans et que 30 ans plus tard, quand elle raconte l'histoire, elle a des plaques rouges sur le visage, que son regard se fige, je trouve que c'est incroyablement fort, en fait. La difficulté, c'était de réussir à convaincre ces femmes de s'asseoir face à moi, face à une caméra, d'accepter la présence d'un micro, d'un caméraman, parfois aussi d'un preneur de son. Donc c'est une équipe, c'est un matériel, évidemment, c'est une contrainte supplémentaire pour des gens qui ont peur de parler. Donc ça a été une difficulté, mais en même temps, quelle satisfaction même pour les femmes elles-mêmes. Cécile, qui témoigne dans le reportage, qui affirme avoir été agressée quand elle était à Moscou. Et là, il pose la main sur ma cuisse. Et elle me dit, si tu veux, je peux t'aider à avoir un boulot à TF1. Je dis, non merci, je décale la main. Et il insiste. Et il insiste. Et après, c'est plus la main sur la cuisse. C'est... il se jette sur moi, et il essaie de m'embrasser, il me touche les seins, l'entrejambe. Travailler sur les violences sexistes et sexuelles nécessite la même rigueur journalistique que pour d'autres dossiers, financiers ou économiques. Lénaïque Brédoux est une pionnière des enquêtes sur ce sujet en France.
C'est elle qui avait signé, avec Cyril Graziani de France Inter, l'enquête sur Denis Baupin, dont on vous a parlé dans l'épisode 5. Les enquêtes sur les violences sexuelles sont des enquêtes comme les autres, au sens où elles répondent exactement aux mêmes obligations d'éthique, de rigueur, les mêmes obligations professionnelles qui sont celles de la presse, qui sont encadrées par le droit, par la loi de 1881 sur la liberté d'expression, et par la jurisprudence des tribunaux. Donc il faut répondre exactement aux mêmes exigences de rigueur, de recoupement, de multiplicité des sources, de respect du contradictoire, c'est-à-dire interroger les personnes mises en cause, etc., que n'importe quelle enquête. Je le dis toujours parce que c'est vraiment important de ce point de vue-là. Il n'y a aucune spécificité des enquêtes sur les violences sexuelles. Elles doivent être aussi rigoureuses, aussi précises, aussi recoupées, aussi documentées que les autres. Et elles répondent à la même méthodologie de ce point de vue-là. Virginie Villard a par exemple vérifié les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les agressions sexuelles. D'habitude, sur une autre enquête, je vais aller chercher le document qui prouve que, je vais essayer de trouver un enregistrement ou quelque chose. On s'appuie sur des choses. On prouve des choses. Là, ce qui est totalement angoissant, c'est qu'en fait, on a un témoignage. En l'occurrence, Sylvia, elle raconte quelque chose qui s'est déroulé il y a 30 ans. Donc effectivement, on est parole contre parole. Et donc, je reçois un carton d'invitation, un petit mot m'invitant à participer à l'émission du Antipode à France Inter, à la Maison de la Radio, le 27 mai 89. Qui écrit cette lettre ? Nicolas Hulot. Signé Nicolas Hulot. Donc en fait, nous, journalistes, ce qu'on peut faire déjà, c'est vérifier les éléments autour du témoignage, c'est-à-dire vérifier que l'émission de radio dont nous parle Sylvia, elle a bien existé, c'était bien en mai 89, c'était bien Antipode, c'était bien Nicolas Hulot qui présentait, c'était bien tel invité, ok, sa mère, elle nous confirme que... Voilà ce qu'on peut faire en fait. Pareil pour Cécile à Moscou, elle était bien à Moscou, on a appelé ses anciens patrons, on vérifie des documents aux douanes, est-ce que le matériel d'Ushuaïa a bien été coincé à la douane, donc tout ça on peut le faire. Une manière de prouver les éléments disparus lorsque la victime veut se libérer de son fardeau. Par contre, évidemment, là où il y a quand même une spécificité, c'est que vos sources sont des personnes qui se présentent comme victimes dans l'espace public. Donc déjà, évidemment, ça crée une responsabilité, un rôle différent et particulier, un rapport à leur parole qui est forcément différent. Et puis, il y a très peu, souvent... Pas toujours, mais parfois très peu d'éléments matériels. Par exemple, je vais donner un exemple sur les SMS. Très souvent, au bout d'un moment, les femmes qui ont souffert d'envois répétés de messages, au bout d'un moment, en fait, les effacent parce qu'elles n'en peuvent plus de les avoir dans leur téléphone. Ou quand elles perdent leur téléphone, en fait, finalement... Après, c'est un acte manqué, elles sont contentes que ça ait disparu de leur sac à main. Donc, du coup, on a parfois du mal d'avoir ces éléments matériels. Et donc, c'est là où il y a effectivement un travail de recoupement, d'essayer de trouver des personnes à qui elles ont pu se confier, d'essayer de retrouver des membres de leur famille qui accepteraient de nous parler, pour aussi raconter non seulement ce qu'elles ont pu confier des faits, mais aussi les répercussions, les carrières qui deviennent un peu plus chaotiques, les parcours de vie qui se grippent un peu, etc. Et ça, vous avez des témoins de ça parce que personne n'a pas d'entourage. Puis aussi, voilà, on sait que un environnement très sexiste, c'est aussi un terrain favorable à la commission de faits plus graves. Et donc, quand vous avez une personnalité dont on dit non mais moi je l'ai jamais vu rien faire, mais c'est vrai qu'il est lourd, parfois franchement c'est pénible, etc. Par exemple, ça, ce sont des éléments qui ne sont pas incriminants en sens judiciaire du terme, mais par contre qui créent un contexte qui permettent de corroborer ce contexte-là. Avec ce même souci du contradictoire, recueillir la version des faits de la personne visée par l'enquête. C'était vraiment le plus important pour nous, c'était à un moment donné d'être ce moment où en fait on peut aller voir le principal intéressé, Nicolas Hulot, et lui dire voilà, nous avons tant de témoignages, voilà ce qu'elles disent, voilà les faits. Mais c'est là où ça a été très compliqué, parce que au moment où justement on l'a contacté, quand on est journaliste, on a envie justement de confronter la personne à des faits très concrets. Telle date, telle femme, est-ce que vous en souvenez? Qu'est-ce que vous avez à répondre? Elle affirme que, et vous, qu'est-ce que vous dites? Ce moment est d'ailleurs filmé. C'est la dernière séquence de l'enquête. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, c'est Élise Lucet, je pense que vous essayez de m'appeler. En tout cas, c'est le message que j'ai reçu. Absolument. J'allais vous laisser un SMS, ou je l'ai peut-être laissé d'ailleurs. Tout de suite, Nicolas Hulot a été dans un registre d'émotion. Il voulait pas répondre sur les faits, il voulait pas commenter les faits, parce que voilà, il affirmait que de toute façon c'était vain.
sa parole ne serait pas entendue, c'était perdu d'avance, voilà, qu'on était dans une période où de toute façon la parole de la femme était sacralisée, donc il ne serait pas audible, voilà. En revanche, celui qui était ministre n'a pas pu s'empêcher d'appeler Virginie Villard dès le début, en 2017. La seule pression gentillette que j'ai reçue, mais qui est quand même une pression, c'est quand 2 semaines après le début de mon enquête, un soir vers 20h, je reçois un coup de fil sur mon portable de Nicolas Hulot lui-même. Il y a leur ministre, il m'appelle du ministère parce qu'il me dit je sais que vous enquêtez sur moi, donc je viens à vous directement, ça va être plus simple. Et en gros, gentiment, il me dit faites attention, vous pouvez détruire un homme, faites attention à ne pas répandre de rumeurs. Alors moi, je l'arrête tout de suite, je lui dis mais vous savez, moi je ne répands pas de rumeurs. Je suis journaliste pour une émission a priori qui est réputée pour sa rigueur. On fait pas n'importe quoi, donc voilà. Donc je lui explique ça. Il me dit non, mais ça je comprends, mais voilà, en posant des questions, vous répandez une rumeur. Et moi je lui ai expliqué qu'en fait c'est pas. Si je pose des questions, c'est que il y a justement des infos et peut-être des rumeurs fausses en amont, mais en tout cas qui m'amènent à enquêter. Je sais pas si on peut parler de pression. C'est en tout cas. C'est intimidant quand même de recevoir un coup de fil sur son portable d'un ministre quand on débute une enquête. Bon. Dans le système français, il n'y a pas de censure a priori. Lénaïque Brédou. La seule contrôle de ce que produit la presse, c'est le tribunal. C'est donc via notamment la plainte en diffamation. C'est normal que les journalistes doivent répondre de ce qu'ils écrivent, d'autant plus quand ils mettent une personnalité ou n'importe qui d'ailleurs en cause, ils doivent pouvoir justifier des raisons pour lesquelles ils l'ont fait. D'ailleurs, on ne le fait jamais sans y réfléchir à 10 fois. Surtout, les journalistes connaissent la portée que peut avoir une enquête. En montage, il n'y avait pas un jour où on doutait pas, où on se disait comment on raconte les choses, comment on lui donne la parole, comment on insère son point de vue. C'est normal d'avoir en tête de ne pas vouloir faire du tort à quelqu'un gratuitement. Je veux dire, c'est normal. Après, que ce soit la seule boussole, qu'on se dise attention, on va lyncher quelqu'un, donc on peut pas raconter cette histoire. Là, c'est la limite, en fait. C'est bien ce que reprochent les principaux concernés aux journalistes, de vouloir faire le travail de la justice. La presse se divise. Après l'enquête d'Hebdo, l'Obs s'interroge. Faut-il tout balancer, les risques du tribunal médiatique ? La prescription des faits soulève un problème de déontologie. On ne saura jamais, ou en tout cas la justice ne se prononcera jamais sur le fait que Nicolas Hulot soit ou non responsable de ce qui a été dénoncé. Il n'y aura pas de décision judiciaire. Et à partir du moment où il n'y aura pas de décision, quelque part Nicolas Hulot se retrouve condamné à une forme de suspicion à perpétuité. Il est bien entendu présumé innocent, mais dans l'opinion, il n'y aura jamais de réponse judiciaire définitive. Et c'est ça qui est un gros problème dans cette affaire. Finalement, que craignent le plus les mises en cause pour des violences sexistes et sexuelles ? Une enquête de police sur des faits prescrits et probablement classés, ou une enquête de presse, diffusée en prime time. Le tribunal médiatique, c'était la carte brandie par maître Éric Dupond-Moretti lorsqu'il a défendu Georges Tron, ancien maire de Draveil, jugé coupable de viol en réunion lorsqu'il était en fonction. Condamné à 3 ans ferme en février 2021, il est déjà sorti, 13 mois plus tard. Est-ce que le prétendu tribunal médiatique a condamné Georges Tron et les autres ? C'est pas quelque chose de faux ou de factice ou d'artificiel de dire qu'on n'est ni des policiers ni des magistrats ou des magistrates. Moi, franchement, je ne considère pas que mon travail de journaliste est un travail judiciaire. Je ne fais pas d'équivalence. Je ne déclare personne coupable. Heureusement, d'ailleurs, j'en ai aucune légitimité. Mais par contre, dire ça ne veut pas dire que la presse ne peut rien faire. Parce que, en fait, tribunal médiatique, c'est une expression qui vient de personnes, quand elles parlent des enquêtes journalistiques, qui considèrent en réalité que la seule autorité, la seule institution qui est à même de parler de ces sujets, c'est la justice. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je considère que la presse a un rôle de production d'informations, pas de production de verdicts ou de jugements, mais de production d'informations, de révéler des faits d'intérêt public, c'est ça qui nous guide, d'intérêt général, vis-à-vis de nos lecteurs et de nos lectrices. D'autant que ce qui s'applique en droit pénal ne vaut pas en droit de la presse. La justice, elle est contrainte par un élément, parmi plein d'autres. Ça s'appelle la prescription.
La prescription n'existe pas dans la presse. Cette prescription, elle est décidée par une autorité judiciaire. On n'est pas du tout dans les mêmes dynamiques, pas du tout dans le même cadre, et que ça ne doit pas désarmer la presse. Encore une fois, nous devons informer. Qu'est-ce qu'on dirait si on avait des informations sur ces sujets, mais qu'on ne les publiait pas? Et qu'on disait, on va attendre de voir un jugement hypothétique dans X années, dont on rendra peut-être compte, qui sera du seul point de vue judiciaire. Et comme après d'autres investigations en matière financière, écologique, ces enquêtes peuvent amener la justice à se saisir. C'est suite à la diffusion de notre reportage que le parquet a décidé de se saisir et de lancer une enquête. Mais la question, c'est pourquoi les femmes ne portent pas plainte? Et pourquoi elles préfèrent aujourd'hui parler à un journaliste, malgré toutes les difficultés qu'on a abordées tout à l'heure? Pourquoi aujourd'hui une femme va préférer ça plutôt que passer la porte d'un commissariat? Parce que dans la majorité des cas, elle pense qu'on lui rira au nez, qu'elle ne sera pas écoutée, que de toute façon c'est vain, que c'est parole contre parole et que... Voilà, mais aujourd'hui... Si des femmes estiment qu'elles ont été victimes de faits répréhensibles de la part de Nicolas Hulot et qu'elles ont envie de porter plainte, il y aura une enquête. Les violences sexistes et sexuelles sont devenues un sujet légitime sur lequel enquêter. Il y a une dizaine d'années, c'était impensable. À l'époque, ces affaires étaient de l'ordre de la vie privée, de l'intime. Et la vie privée ne devait pas s'exposer en public. C'était un consensus au sein des acteurs politiques comme médiatiques. Parce qu'à l'époque, précisément dans l'affaire DSK, c'est là où c'est passionnant quand on y repense, on ne parle que de sexualité, de vie privée ou de vie amoureuse. C'est-à-dire, ça n'a aucun rapport avec la choucroute, pardon de le dire comme ça, mais et vraiment, on nomme incroyablement mal les choses. Et puis en plus de ça, vous avez des propos extrêmement violents dans l'espace public qui ne viennent pas seulement de ses camarades, qui viennent y compris de journalistes, de responsables de la presse. Vous avez quand même un ancien patron de journal qui parle de troussage de domestiques. C'est des propos d'une violence incroyable, qui sont à la fois, qui disent quelque chose d'un impensé social, racial et sexiste. D'autant plus, c'est que quand même, à l'époque, on entend dans les salles de rédaction, mais on savait. Et alors ça, pour moi, c'était pour moi le plus grand mystère. Enfin, le plus grand mystère et l'exemple le plus flagrant des insuffisances médiatiques. On découvre que dans des rédactions, consigne était passée à des jeunes femmes de ne pas se retrouver seules, la porte fermée avec Dominique Strauss-Kahn. On entend que certaines, il a été pénible avec plusieurs journalistes, etc. Ça veut dire que dans des rédactions, des femmes ont pu avoir à souffrir de son comportement et qu'on ne s'est pas dit, c'est un objet d'enquête journalistique. Vous imaginez quand on entend dans une rédaction, on m'a parlé du fait que lui, il aurait un compte en Suisse, ou on m'a parlé que lui, je sais pas quoi. Ça devient un objet d'enquête. Là, on dit, attends, moi, franchement, je suis pas à l'aise avec lui, ou j'ai entendu que, et ça n'est pas un sujet d'enquête. On considère que c'est sa vie privée. Alors que, précisément, le code pénal dit tout à fait autre chose, soit dit en passant. Donc c'est vraiment, pour moi, le moment un peu de bascule. En 2012, au moment de l'affaire DSK, certains journaux, comme le Canard enchaîné, font le choix de fermer les yeux, arguant que l'information s'arrête à la porte de la chambre à coucher. D'autres médias, encore aujourd'hui, persistent à classer les articles sur les violences sexistes et sexuelles dans la rubrique « Faits divers ». Là où c'est fondamental, c'est que vous avez quand même un lectorat, des gens qui regardent, qui écoutent, et que si on continue à traiter ça comme des faits divers anecdotiques, alors encore une fois, on ne prend pas la mesure de la réalité. Et quand on ne prend pas la mesure de la réalité, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça veut dire que les politiques publiques ne suivent pas derrière. C'est là où la responsabilité de la presse est immense, c'est que ça a des conséquences. Le sexisme dans les journaux n'est que la prolongation du sexisme qui imprègne notre société. Avec MeToo, c'est la société qui se rappelle aux médias avec cette vague de témoignages sur les réseaux sociaux. Certaines rédactions décident alors de mettre en place des services dédiés, parfois inspirés de modèles américains. C'est le poste qu'occupe actuellement Lénaïque Brédoux à Mediapart. D'ailleurs, il y a eu un épisode entier de Programme B consacré à ce rôle nouveau de responsable éditorial aux questions de genre. C'est l'idée d'avoir la double casquette. C'est à la fois une rubrique, parce que c'est aussi une expertise, c'est aussi des connaissances, c'est aussi de la coordination avec d'autres collègues au journal qui s'en occupent. Et puis, effectivement, d'avoir ce regard transversal. On se rend compte que si on n'a pas cette préoccupation, en fait, les vieilles habitudes reviennent. Et parce qu'on n'est pas des extraterrestres, en fait. On vit dans cette société, on est traversé par nos histoires, par nos éducations, par nos lectures, Et du coup, ça revient. Peut-être cet outil s'avérera pas opérationnel, on verra, mais en tout cas, l'objectif, il est assez clair.
Il a fallu une dizaine d'années pour que les violences sexistes et sexuelles fassent l'objet d'enquêtes. Ces publications sont devenues des références dans le milieu du journalisme, au même titre que le reportage de guerre ou l'investigation financière. C'est grâce à ces publications que la voix des victimes de violences a pu être entendue. Elle a permis de faire entendre leur vérité, quand bien souvent la parole était accaparée par les dénégations des hommes mis en cause. Parfois, ces enquêtes, comme celle sur Nicolas Hulot, poussent la justice à se saisir. Et pour que ça change, il faut une mobilisation générale. La justice n'est pas la seule autorité à prononcer le point de vue sur le monde dans lequel on vit, en fait. Et heureusement, d'ailleurs. Faut pas lui en demander trop, quand même. Déjà elle a pas beaucoup de moyens pour avancer. La presse a aussi son travail. Mais la politique aussi. Les syndicats, les associations. Il y a plein d'endroits où on peut parler de ces sujets. Alors que les partis sont en train de s'organiser pour les élections législatives, on préférait qu'ils avancent d'eux-mêmes sur ces questions. Il faut garder des raisons d'espérer. D'espérer qu'un ministre de l'écologie s'intéresse plus au rapport du GIEC qu'à l'étouffement de son propre scandale sexuel. D'espérer que les lois changent. Si on prend le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, sur la question de l'inceste qui a déclenché le MeToo inceste sur les réseaux sociaux, elle a clairement eu des incidences législatives, puisque dans la foulée, il y a eu des propositions de loi qui a contribué à changer les règles de prescription, notamment sur les crimes d'inceste. En tout cas, pas de changement à attendre dans les critères de choix d'un ou d'une ministre. Emmanuel Macron l'a encore dit avant le second tour, un ministre mis en cause pour des violences sexistes ou sexuelles sera maintenu en fonction. Alors pour certains, il a fallu un simple homard pour être mis à l'écart. Est-ce que si vous êtes réélu, M. Macron, vous vous engagez à ne plus avoir dans votre gouvernement un ministre accusé de viol ou d'agression sexuelle? Non, je ne prendrai jamais un tel engagement. N'oubliez pas, il n'y a pas mort d'homme. Merci à Fiona Texer et Hélène Goutani pour cet épisode de Y'a pas mort d'homme. Toutes les sources citées et bien d'autres références bibliographiques sont à retrouver sur le site de Binge Audio, binge.audio. Par ailleurs, Fiona et Hélène sont disponibles sur Instagram. Si vous voulez échanger avec elles, leurs alias c'est @Hélène-Goutani et @Fiona-Tex. Cet épisode a été réalisé par Elisa Grenet. Y'a pas mort d'homme, c'est à retrouver tous les mois dans Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les précédents comme les prochains, sont et seront à retrouver sur tous vos applis de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.